13h sur la télévision du Burkina. Bienvenue à cette édition. Au sommaire, cette bonne nouvelle pour la région de l'Est. L'Organisation internationale pour les migrations y investit près de 2 milliards de francs CFA pour la stabilisation des communautés. 7 communes de la région sont bénéficiaires du projet lancé hier pour une durée de 2 ans. Les échos en début d'édition. Un anniversaire dans cette édition, le 10e de la révolution libyenne, une révolution qui a emporté Muammar Kadhafi, mais l'avenir meilleur à l'origine de la révolution se fait toujours attendre. Merci de nous recevoir chez vous. Cap sur la région de l'Est, aujourd'hui confrontée à des défis multiples et multiformes. Une situation qui ne laisse pas de marbre l'Organisation internationale pour les migrations. En collaboration avec l'Union européenne, elle vient de lancer un projet pour le renforcement de la stabilité des communautés. 2 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet d'une durée de 2 ans. Amidou Lankwande et Jérôme Tendano. Face au péril humanitaire dans la région de l'Est, l'Organisation internationale pour les migrations réagit. Un projet pour œuvrer à la stabilisation des communautés dans cette commune jugée prioritaire. Absence de services sociaux de base, détérioration de la situation sécuritaire, tensions intercommunautaires, autant de défis à relever pour l'OIM. Ce projet justement constitue une réponse pour aider les communautés à renforcer leur résilience face à ces conflits sociaux-là, mais aussi de renforcer les capacités du gouvernement, des autorités locales, etc., à améliorer le système de gouvernance locale pour que cette gouvernance soit plus inclusive. Le projet s'inscrit en droite ligne des priorités du gouvernement pour la consolidation des bases de la cohésion sociale selon le gouverneur de la région de l'Est. Les bénéficiaires, eux, parlent d'une réponse à des besoins précis à la base. De plus, ce projet devrait permettre d'opérationnaliser les principales recommandations de la stratégie de prévention et de gestion des conflits et des violences du Burkina Faso en cours de finalisation. Je salue donc cette belle initiative de l'OIM et nous ne pouvons que la soutenir. Si je prends la commune de Botou, qui est une commune frontalière, où depuis des mois les populations se retrouvent seules, elles font face à toutes les difficultés. Beaucoup de services sociaux ne sont plus fonctionnels. Donc on se dit qu'un projet qui vient pour renforcer la résilience, ça va être un ouf de soulagement. L'Organisation internationale pour les migrations s'inscrit dans une démarche participative pour la mise en œuvre de ce projet. C'est pourquoi un atelier d'identification des besoins est prévu dans les prochains jours afin de parvenir à une paix durable dans sa zone d'intervention. Puisque nous sommes à Fada, nous y restons pour la suite de la visite de l'ambassadeur de France au Burkina dans la région, Luc Alad, accompagné des représentants résidents du Programme alimentaire mondial et de l'UNICEF, est allé rendre visite aux élèves de l'école Bapouguini B de la ville, une école qui accueille un grand nombre d'élèves déplacés internes. Les enfants malnutris du CSPS du secteur 11 ont également reçu la visite du diplomate français et sa suite. Le film de la visite avec Désiré Ilboudo et Aruna Mari. Le CSPS du secteur 11 de Fabangourma est la première étape de la visite de l'ambassadeur de France au Burkina et des représentants résidents de l'UNICEF et du PAM, le Programme alimentaire mondial. Les hôtes du jour se sont rendus à la maternité, à l'aire de poésie, au dispensaire et dans bien d'autres services. À chaque étape, le tableau de bord du CSPS est présenté aux visiteurs. En consultation curative infirmière, nous recevons en moyenne 100 malades par jour. Au niveau des accouchements, on a au moins 100 accouchements par mois. Au niveau des consultations des PD prénatales pour le suivi de la grossesse, on a également aussi une soixantaine de femmes qui viennent en tout cas évaluer l'état de leur grossesse au CSPS ici par jour. Il y a 268 cas de malnutrie aiguë sévère que nous avons recensés au cours de 2020 et 488 cas de malnutrie aiguë modérée. Et parmi ces lots, plus de la moitié là constituent les personnes déplacées internes. Dans ce centre de santé sans clôture et peu nanti en commodité, plusieurs partenaires comme le PAM jouent leur partition pour une meilleure prise en charge des enfants malnutris.
Le PAM dans l'Est soutient plus de 95 000 personnes déplacées internes, avec également un appui en nourriture ou un appui également en cash. Il faut également tenir compte des besoins alimentaires des personnes déplacées, et c'est un des appuis également que le programme alimentaire fournit dans la zone et le secteur 11 également. Je ne vais pas oublier en partant d'ici le fait que j'ai vu une maternité qui méritait qu'on essaie de la soutenir pour leur habilité, donc on va essayer de trouver les moyens pour le faire. Dans la foulée, la délégation s'est rendue à l'école Bakourni B du secteur 1 de Fadang Gourma, une école dont l'effectif est estimé à environ 900 élèves. Parmi eux, plus de 300 élèves déplacés internes. Le ratio ici, c'est plus de 100 élèves par classe, nous confie le directeur de l'école. L'éducation permet de vraiment construire le citoyen de demain. Si on ne travaille pas maintenant, on perd une génération. On n'a pas le droit, quel que soit le niveau où on est, de ne rien faire. La délégation félicite les communautés pour l'accueil réservé aux déplacés internes ainsi que le corps enseignant. Elle promet de concert avec la communauté éducative et d'autres partenaires trouver des voies et moyens afin d'offrir le savoir indispensable à ses enfants, surtout dans de meilleures conditions. Un coup d'œil sur le carnet d'audience du Premier ministre avant de poursuivre ce journal. Le chef du gouvernement a reçu ce matin le secrétaire permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse. Le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara est allé remettre à Christophe Joseph Marie Dabiré le rapport d'une étude commanditée sur les défis sécuritaires dans la région de l'Est. On en sait davantage avec Gérard Sommet et Sébastien Zongou. Christophe Joseph Marie Dabiré reçoit le rapport d'une étude commanditée par la primature sur les défis sécuritaires dans la région de l'Est. Les travaux ont nécessité une enquête d'une dizaine de jours sur le terrain, une étude menée par le secrétariat permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse. Et les recommandations sont regroupées en 4 blocs. Il y a les recommandations sur le dispositif sécuritaire, et où nous demandons effectivement, compte tenu que la région est vaste, de revoir un peu le maillage sécuritaire, également d'opérationnaliser plus les FDS en moyen roulant et même en tout ce qui a comme moyen pour pouvoir être beaucoup plus opérationnel. Également au niveau de la participation communautaire de la cohésion sociale, notamment les VDP, selon les recommandations, parce que comme je l'ai dit, ça a été participatif. Au niveau de la région, les gens ont souhaité que les VDP soient dans chaque village. Parce que les gens ont constaté les rapports. Ils ont demandé qu'on puisse permettre en tout cas l'installation de ces VDP dans chaque village. Et également les équiper pour qu'ils puissent effectivement jouer leur rôle, en tout cas dans cette lutte commune. Ces recommandations portent aussi sur la participation communautaire, le respect des droits humains dans la lutte antiterroriste et sur le développement de la localité. L'une des difficultés qui a été constatée, c'est effectivement l'enclavement de la région et peut-être des zones non développées. Donc nous avons fait des recommandations dans ce sens pour que ça soit pris en compte. Les acteurs de mise en œuvre de ces recommandations sont identifiés et l'étude recommande encore la mise en place d'un comité relevant du Premier ministère pour le suivi de toutes ces recommandations. La Direction générale des impôts, des acteurs du privé et de la société civile sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. Au cœur des concertations, la promotion du civisme fiscal. Il s'agit d'échanger pour enrichir la nouvelle stratégie en la matière. L'ouverture des travaux avec Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibou. La culture du civisme fiscal bien ancrée, une arme redoutable pour relever les défis du développement durable au Burkina. Au-delà de l'information et de la sensibilisation, la Direction générale des impôts, sous l'impulsion de son ministère de tutelle, veut garantir au maximum l'adhésion des contribuables à l'acquittement de leurs obligations. La nouvelle stratégie en passe d'être mise en œuvre découle d'une étude dernièrement menée. Une stratégie axée sur 3 orientations. Mobiliser les recettes budgétaires pour répondre aux besoins financiers de l'État, notamment ceux fixés dans le référentiel national de développement. Construire une relation de partenariat et de confiance avec le contribuable, les partenaires et les autres régies de recettes.
améliorer les performances de la Direction générale des impôts par le management moderne des capacités institutionnelles et organisationnelles. Ce forum des différents acteurs du domaine de la fiscalité va réfléchir en vue d'enrichir le nouveau document stratégique. Avec ce document, on va se doter donc d'une vision claire avec des objectifs clairs. Voilà, ce qui va nous permettre donc de mieux poser notre action relative donc au civisme fiscal. La stratégie a été élaborée à partir d'un diagnostic sur le comportement des contribuables afin de proposer des actions qui vont permettre un changement de comportement au niveau des contribuables. La mise en œuvre du plan d'action qui sortira de ce forum va mobiliser le ministère de l'économie et des finances et ses partenaires du secteur privé, des collectivités territoriales et de la société civile. Nommés le 23 décembre dernier, les agents judiciaires adjoints de l'État ont prêté serment hier devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou et sur l'honneur. Ils ont pris l'engagement de défendre avec loyauté les intérêts de l'État. Engagement pris en présence de Daouda Ouattara et Isia Kanana. Je le jure. L'acte est solennel. Je le jure. L'un après l'autre, ces agents judiciaires et agents judiciaires adjoints de l'État prêtent serment. Devant le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, ils prennent l'engagement d'assurer avec loyauté le conseil et la représentation de l'État et de ses démembrements devant les juridictions nationales et internationales. Et en dehors de la représentation et du conseil, justement, l'agent judiciaire de l'État et ses adjoints sont chargés de travailler à l'indemnisation des victimes des accidents impliquant les véhicules de l'État, mais également d'agir contre les agents publics qui viendraient à faire en sorte que le budget de l'État puisse être, j'allais dire, gravement touché et de fait de leurs fautes personnelles. Ils sont également chargés de contribuer à l'exécution des décisions de justice qui concernent l'État. Dignité, conscience, probité sont les valeurs qui doivent désormais guider ces auxiliaires de justice dans l'exercice de leurs fonctions selon le tribunal. Nous voyons que le devoir nous appelle et nous tenons à rendre convenablement notre tâche facile et à s'exécuter comme il se doit. Personnellement, pour avoir déjà exercé les fonctions en tant qu'agent judiciaire adjoint du Trésor, on s'était déjà astreint à cela. Donc je crois que pour nous, c'est encore une confiance qui est placée en notre personne. Et on pense pouvoir vraiment remplir cette charge qui nous a été confiée. Au nombre de 41, ces agents judiciaires et agents judiciaires adjoints de l'État sont issus de plusieurs ministères. Ils ont été recrutés sur la base d'un appel à candidature et nommés en Conseil des ministres. Les acteurs du projet production de données factuelles en aide aux décisions en matière de la couverture sanitaire universelle examinent les résultats de l'étude sur la couverture sanitaire universelle au Burkina. L'étude a porté sur la gratuité des soins chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Un pas de plus vers l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle au Burkina. Paul David Bambara et Oumou Sissé. En 2017, le Burkina Faso a obtenu un index couverture sanitaire universelle de 39 sur 100 pour les soins et services de santé, un niveau d'indicateur insatisfaisant. Face à la situation, il est plus qu'urgent d'adopter une démarche basée sur des données probantes pour l'atteinte des objectifs. Et c'est pour mieux orienter la prise de décision que le projet production de données factuelles et d'analyse en aide aux décisions en matière de couverture sanitaire universelle voit le jour. Des études ont été menées et cette rencontre vise à partager les résultats des travaux. Le premier axe porte sur donc, la gratuité des soins. Et le deuxième axe porte donc sur la mise en œuvre, le processus donc de mise en œuvre de la couverture sanitaire donc universelle. Et là, ce que nous avons abordé, c'est, si vous voulez, quelles sont donc les perceptions des populations vis-à-vis donc de la couverture de l'assurance maladie universelle, quelles sont donc leurs attentes, et d'une part, et d'autre part également, quels sont les financements qui sont pourvus vers la couverture sanitaire universelle. Ces études, une fois validées, seront mises à la disposition des décideurs politiques.
Pour le professeur Séni Kwanda, il est important que les politiques mises en place soient basées sur des évidences scientifiques pour l'atteinte des objectifs de la couverture sanitaire universelle. En sport, les étalons U20 jouent ce soir leur deuxième match de poule de la CAN Mauritanie 2021 contre les Fauves de la Centrafrique. Un match capital pour les poulains qui se rapprocheront davantage des quarts de finale en cas de victoire. Aperçu de l'état d'esprit des joueurs avec nos envoyés spéciaux Bernard Kombelem et Mahamadi Wena. Ce sont des étalons décontractés mais appliqués et bien concentrés qui ont mis pied sur la pelouse du stade Cheikh Ould Bouadia pour les derniers réglages avant le match contre les Fauves de Bazou Bangui U20. D'abord tirer le son du match nul d'entrée contre la Tunisie et ensuite apporter les retouches nécessaires pour s'éviter à tout prix un match coupé lors de la dernière journée de poule. Indéniable, si nous voulons continuer la compétition, et il nous faut gagner le match qui arrive et pour pouvoir continuer la compétition. Et comme nous sommes venus pour jouer et aller le plus loin possible, nous avons l'obligation d'aller chercher les résultats très positifs pour continuer la compétition. Plus de détermination, plus d'envie et plus de sérieux pour aborder ce match. Parce que pour nous, vraiment, ce match va déterminer vraiment beaucoup. Une obligation ou presque d'aller chercher la victoire dès le deuxième match, également assumée par les Fauves de Bazou Bangui. C'est leur première expérience dans cette compétition, mais cette inexpérience ne s'accommode pas avec un manque d'ambition. Notre premier objectif, c'est de sortir de la poule. Moi, pour une fois, parce que des années, nous ne sommes pas arrivés, mais la première fois, il faut qu'on éclate pour que les gens sachent exactement que non. C'est une équipe qui émerge. Le Burkina favori du groupe retrouve son meilleur arme offensive, Jean-Fiacre Kwame Botier, qui a rejoint Nouakchott après avoir paraphé un contrat avec le club d'Ajaccio en France. Nous sommes en football, voilà, il ne faut pas sacrifier les gens pour les sacrifier. Il faut voir son état de forme avant d'entreprendre quoi que ce soit par rapport à lui. Le meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi IFOAB sera sans aucun doute limite pour ce match. Mais son retour va booster le reste du groupe pour le match Centrafrique-Burkina de ce soir, précisément à 19h, au stade Cheikh Ould Bouadia de Nouakchott. En Libye, l'on célèbre le 10e anniversaire de la révolution, une révolution qui a emporté Muammar Kadhafi, mais l'avenir meilleur à l'origine de cette révolution se fait toujours attendre. 10 ans après le soulèvement et l'intervention de l'OTAN qui a renversé Muammar Kadhafi, des Libyens ont célébré mercredi le 10e anniversaire de l'insurrection du 17 février 2011. Les rues de la capitale étaient parées de banderoles. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de la révolution du 17 février et nous pouvons voir qu'il y a une belle ambiance pour les familles, pour les jeunes, pour tout le monde. Tout le monde est heureux. La place des martyrs de Tripoli et la place des martyrs de Misrata représentent la vérité que nous voulons envoyer au monde entier pour dire que février est éternel et que même si la lutte continue, la Libye, avec l'aide de Dieu, deviendra un État civil et démocratique. De Tripoli en passant par Benghazi, fief du maréchal Khalifa Haftar, des dizaines de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville, arborant le drapeau libyen au milieu des embouteillages. Et si Dieu le veut, l'avenir de la Libye sera prospère. Nous espérons que l'avenir sera meilleur. Nous espérons avoir une constitution et des institutions fortes et avoir des institutions militaires unifiées. Des années après la chute de Muammar Kadhafi, la Libye est toujours minée par les luttes de pouvoir, divisée entre deux autorités rivales sur fond d'implications étrangères. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 14h en langue nationale. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.